Le plus beau petit garçon du monde ne peut donner que ce qu'il a. 30% de matière organique, de matière sèche, comme disent les écologistes, et 70% d'eau. Dans le sable de mer, dont on fait des pâtés, on trouve au microscope des êtres vivants si ténus qu'ils sont, pourrait-on dire, à la frontière entre la vie et l'eau. Ce sont des animaux adaptés à la vie entre les grains de sable. Ce ver archaïque, par exemple, avec 2 palpeurs sur la tête pour repérer la nourriture. Ou alors, ce micro-cousin des concombres de mer. Si transparent qu'on distingue dans son tube digestif les algues unicellulaires qu'il vient d'avaler. Et les aiguilles ou crochets calcaires qui lui font un squelette mobile. 2 mm de long. Et jusqu'au XXe siècle, on ignorait l'existence d'Alamohydra, l'hydre des sables, un micro-cousin des méduses, 1,5 mm. Sans doute, direz-vous, quand on est minuscule et composé de 99% d'eau et qu'on glisse entre les grains de sable mouillés, ça va bien, ça baigne encore plus que tous les autres. Mais ça ne va pas loin. Alors, voici qui va loin. Une méduse, en somme, c'est fait de quoi? 2 enveloppes, une extérieure, une intérieure, avec une couche de gélatine entre les deux, formant, dans le haut, ce qu'on appelle en français une ombelle. On peut aussi penser à une cloche, dont le bâton, plus ou moins entouré de dentelles et de friselies, serait le tube qui pend dessous, et dont l'extrémité est la bouche de la méduse. Une bouche qui est aussi son anus. Eh bien voilà, répondra-t-on. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et c'est la preuve qu'avec si peu de matière vivante, on peut peu. Pas étonnant que les méduses aient été rangées dans ce qu'on appelle les selles enterrées, ce qui veut dire les intestins creux. Or, considérons celle-ci qui voyage en banc, Cotyloryza. Son nom grec veut dire, tout bêtement, qu'elle ressemble à une soupière ou à un saladier à l'envers, un cotyle, d'où pendraient des racines. Et voyons si elle peut si peu. D'abord, elle ne flotte pas. Elle nage. Sur sa dotation de 1% de matière vivante, elle utilise 0,0 quelque chose pour équiper son ombelle de 2 jeux de muscles croisés. Les uns comme les rayons d'une roue, les autres périphériques. En les contractant alternativement, elle chasse de l'eau, ce qui la propulse en avant. Une méduse adulte peut atteindre pendant longtemps, en eau calme, une vitesse de plusieurs kilomètres à l'heure. Et s'il y a des perturbations, elle ne les subit pas, elle les contrôle. Sur le pourtour de son ombelle, elle a des mini-cristaux, comme nous en avons dans l'oreille, qui viennent heurter un nerf quand elle penche. Alors, par des mouvements de compensation, elle rétablit son équilibre. Pour mieux s'en rendre compte, la caméra donne ici un léger accéléré. 8 images par seconde. Et là, on vous entend dire « Oui, bon, ça va bien dans un courant léger. En cas de mer agitée, votre méduse n'est plus qu'un radeau. » Mais pourquoi croyez-vous qu'elle ne navigue jamais à moins de 50 cm de la surface? Pour éviter l'agitation. Et si la mer est vraiment mauvaise, elle descend à 5 mètres, jamais plus, à cause de la présence, dans la gélatine de son ombelle,
c'est ce qui lui donne cette couleur jaune, d'algues microscopiques unicellulaires, qu'on appelle des zooxanthelles, des algues jaunes. En bonnes végétales qu'elles sont, ces algues font la photosynthèse à travers, disons, la verrière du toit de la méduse, où elles sont comme dans une serre. En échange, elles cèdent à la méduse une partie des hydrates de carbone qu'elle photosynthétise. C'est avantageux en haute mer, où le zooplancton est peu abondant. La méduse peut ainsi tenir plus longtemps sans rien capturer. Et là, un jardin à bord. Et voilà pourquoi elle navigue toujours entre 50 cm et 5 mètres de profondeur. C'est un compromis entre le souci d'éviter l'agitation de la surface et celui de maintenir ses copines végétales à portée de lumière. Une lumière qu'elle perçoit grâce à des cellules photosensibles autour de son ombelle, où elle a aussi des cellules percevant les odeurs. Voilà donc un soi-disant machin gélatineux fait de 99% d'eau, capable premièrement de régler sa vitesse, deuxièmement de contrôler son équilibre, troisièmement d'affirmer sa volonté, entre guillemets, de nager entre deux eaux, et quatrièmement capable de lutter contre le courant. La preuve, elle dérive moins vite que le nuage de colorant, emporté, lui, par le courant. C'est que les méduses n'ont pas intérêt à se laisser dériver n'importe où. Pourquoi? Il faut, si vous permettez, commencer par regarder sous leur jupe. Ce que l'on voit jaune autour de la bouche, ce sont leurs glandes sexuelles, pas forcément femelles. Il y a des méduses mâles et des méduses femelles. Elles doivent donc se rencontrer. Mais pour la plupart des méduses, la chose n'est pas si simple. Voici une future méduse en train de grandir. Ce que vous voyez, mesurant au départ 1/10 de millimètre, est filmé en aquarium, image par image. Croissance accélérée 5700 fois. À ce moment de sa vie, cette future méduse est loin d'en être une. Ce n'est qu'un polype, comme les polypes de coraux, mais sans être habillé d'un squelette calcaire. Ce n'est peut-être pas très polype de se balader comme ça, tout nu, mais d'abord ça ne se balade pas. C'est fixé sur n'importe quoi au fond de la mer. Un rocher, une algue, ici sur une plaque de verre. Et puis, cet enfant tout nu ne risque pas de choquer, il n'a pas le moindre sexe. Par contre, il lui vient des tentacules équipés de micro-flèches empoisonnées pour paralyser des bébés du plancton, futurs poissons, futurs crabes. Nous avons montré dans un précédent épisode comment fonctionne cette arme, unique dans le monde vivant, dont sont équipées toutes les méduses et tous les polypes, le cnidocyle, le micro-lance-tube empoisonné qui paralyse les proies. Aujourd'hui, vous allez en voir des images bien plus exceptionnelles encore. Rappelons d'abord le système. Une capsule contenant du poison liquide. Dans le poison, un filament creux, microscopique, enroulé comme le câble d'un canon à baleine. La proie déclenche l'ouverture et le tir. Vous allez voir le phénomène tourner avec une hydre, un polype d'eau douce de quelques millimètres de haut. Soit dit entre parenthèses, c'est un Suisse de Genève, Abraham Tremblay, qui a découvert que les hydres étaient des animaux. Avant lui, on les croyait végétaux. Avec cette simple loupe montée sur un bras articulé, il a vu les hydres paralyser des proies, mais n'a pas pu voir que chacun des tentacules d'une hydre est équipé de 2 à 3 000 de ces micro-lance-tubes empoisonnés, fonctionnant selon le même principe que celui des méduses et pouvant mieux être placés devant un microscope. Excité non par une proie, mais par une décharge électrique, en laboratoire, une seule capsule
va lancer son tube agrandi 2600 fois et filmé, pour le ralentir, par une caméra ultra rapide à des vitesses de plus en plus grandes. Attention, 5000 images par seconde. Surveillez la capsule du haut à droite. Ça paraît encore rapide. 120 000 images par seconde. Accélération de la flèche au départ, 40 000 G. À titre de comparaison, l'accélération de la fusée Saturne au départ est de 12 G. Un homme ne supporte pas plus. 400 000 images par seconde. Premier temps. La flèche perce la proie. Ici, il n'y en a pas. Deuxième temps. Les stylets qui composent la pointe de flèche s'écartent pour se retirer de la plaie et laisser la place au tube empoisonné. Temps d'arrêt entre les deux, 150 picosecondes. Une picoseconde, c'est une seconde divisée par 1000 milliards. Le tube reste dans la plaie. L'hydre, ou la méduse, en refabrique à volonté. Quelle est la force utilisée? Une incroyable énergie musculaire? La différence de pression avec l'eau de mer? On en discute toujours. Brevet déposé par la vie il y a 1 milliard d'années. Revenons donc à notre polype d'eau de mer, chargé de produire une méduse. Bien nourri, grâce à cette arme extraordinaire, il grandit. Il mesure maintenant un peu moins de 2 mm de hauteur et entreprend d'émettre horizontalement des stolons. Un stolon, c'est quoi? C'est ce que fait un fraisier, par exemple. Il envoie une tige rampante qui va se replanter un peu plus loin, pour y donner un autre fraisier. Voilà donc que, dans la mer, les polypes font la même chose. Ils envoient se promener des stolons qui se rejoignent pour former un réseau, lequel, ici et là, fait pousser d'autres polypes. D'une part, nous y voilà, des polypes chargés de se transformer en méduses. Comme ceci. Encore un effort. Attention, elle va se libérer d'un seul coup. Et comme il faut bien, pour qu'en sortent des méduses du deuxième cycle, nourrir considérablement cette polype académie, la colonie fabrique aussi d'autres polypes, uniquement chargés, comme le polype du début, de fournir la cantine en attrapant du plancton. C'est-à-dire qu'ils renvoient, par le canal des stolons, de la nourriture aux polypes reproducteurs, lesquels sont dispensés d'attraper des proies. Au microscope et en accéléré, on voit circuler le liquide nutritif à travers les stolons, depuis les polypes chasseurs jusqu'aux polypes reproducteurs. Répartition et division du travail. Ce n'est pas parce qu'on est fait de 99% d'eau qu'on n'est pas capable de s'associer pour produire des méduses. Dans certaines familles, on garde la jeune méduse attachée, le temps qu'elle commence à attraper des proies. On la laisse partir après. Dans d'autres, on libère des bébés méduses. À ce propos, un jour, à Londres,
On a eu une surprise. C'était en 1880, au Regent Park. Un botaniste s'occupait d'un bassin de ces fameux nénuphars géants, auxquels les Anglais ont donné le nom de la reine Victoria, les Victoria regia. Et que trouve-t-il dans l'eau? Une méduse, minuscule. Jusque-là, on croyait qu'il n'y avait pas de méduse d'eau douce. On s'est dit aussitôt, elle vient forcément d'un polype. On ne l'a trouvé que 4 ans plus tard. Il mesure moins du millimètre. Il vit en colonie dont la base est cachée par des algues. Il n'en laisse dépasser que des têtes moins grosses que des têtes d'épingle, filmées ici au microscope et en accéléré, pour mieux montrer qu'elles bougent. Elles n'ont pas de tentacules, mais sont armées des fameuses cellules urticantes, que l'on distingue ici dépassant du corps. Ces polypes commencent par produire des bourgeons qui se détachent et qui, filmés en vitesse normale, ont l'air de ne pas bouger. En accéléré, on voit qu'en fait, ils rampent. De ces bourgeons migrateurs naissent des bébés méduses de 1 mm de diamètre au départ, ce qui ne les empêche pas d'être bien équipés. Sur le bord de l'ombelle, ce qu'on voit plus lumineux, ce sont les statolites, les cristaux qui contrôlent leur équilibre. Devenues adultes, elles ne dépassent pas 15 mm. Et voyez, sur les canaux radiaires de l'ombelle, ces gros corps blancs. Ce sont leurs gonades, leurs glandes sexuelles. Car seules les méduses, devenues adultes et nageuses, qu'elles soient d'eau de mer ou d'eau douce, ont des glandes sexuelles. C'est ce qui est jaune sous l'ombelle de cette méduse de mer, le Cartiara, du nom d'un savant allemand, Leuckart. Les méduses femelles portent des ovules, les mâles libèrent des spermatozoïdes nageurs. Charge à ceux-ci de nager vers ceux-là. De l'abordage naît une larve qui commence par nager une dizaine de jours au milieu du plancton, puis descend pour se fixer où elle peut. Et tout le cycle reprend. Polype chasseur avec des tentacules, polype chargé de produire des méduses, etc. Alors, voilà pourquoi les méduses ont tout intérêt à naviguer en banc. Aucune chance de fécondation des ovules si les spermatozoïdes ont trop longtemps à nager pour les rencontrer. D'où ces efforts pour freiner leur dérive et rester groupées dans les courants. Et quand elles se touchent, elles le savent. Pas de cerveau, bien sûr, pour le leur dire, mais des cellules sensorielles périphériques tout autour de l'ombelle qui réagissent au contact en informant immédiatement le réseau nerveux réparti dans la méduse. Ce qui déclenche des mouvements destinés à maintenir le contact. D'où, s'il le faut, des parties à plusieurs. En somme, ces méduses utilisent, faut-il s'en étonner, la Méditerranée comme un club. Et elles voyagent en groupes organisés. Des courants marins, elles font des courants sociaux, ou, si l'on veut, des processions sexuelles. Et, comme il faut, dans un spectacle finir par la vedette. Voici la plus célèbre des méduses, Aurélie. Pour les Anglais, Moon Jelly, gelée de lune. Pour les Chinois, lune de mer. En latin, Aurelia aurita. Très jolie et redoutable. Les tentacules d'Aurelia, ici vus au microscope, sont criblés des fameux lanceurs. On voit bien les filaments projetés. Or, on a constaté
que des méduses beaucoup plus petites qu'Aurelia, 2 cm de diamètre, peuvent porter jusqu'à 614 tentacules, chacun armé de 3000 de ces lance-tubes empoisonnés, soit déjà 1 842 000 en tout. Et l'une d'elles en Australie tue une dizaine de personnes par an, par arrêt du cœur. En voyant ces mini-méduses, imaginez que, selon certains auteurs, dans la mer Arctique, il en est une de 2 mètres de diamètre, équipée de 1200 tentacules, capable d'étendre en quelques secondes un filet mortel sur 500 mètres carrés à la fois. Personne n'a eu l'inconscience d'aller la filmer. Aurelia, qui peut mesurer jusqu'à 30 cm de diamètre, n'est pas une tueuse d'hommes, mais elle peut provoquer des allergies graves. Si nous voulons terminer par elle, c'est pour montrer le très beau spectacle de ce qu'on appelle la strobilation. Strobile en grec, c'est une toupie. Au printemps et en été, quand la mer se réchauffe, les polypes reproducteurs d'Aurelia se divisent transversalement. Et voilà que les divisions de la pile commencent à s'agiter pour se libérer et se transformer l'une après l'autre en bébé Aurelia. Diamètre moyen 2 à 3 mm. Leurs 8 bras, peu à peu, se rejoindront pour former leurs ombelles. Après quoi, elles vont former, dans les courants marins, des chemins de méduses, comme on dit, des Via Aurelia. On en a vu de 45 km de long. Et quand elles se sont reproduites, elles rendent à l'eau ce qui est à l'eau. 99% d'elles-mêmes. Le reste se désagrège. Ou alors, se retrouvent abandonnées, comme ici, sur une plage. 1% de matière vivante. Qui dit mieux ?